Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, l'ensemble humain, chaque être humain, consacre l'entièreté de son existence, c'est ce qui fait de nous des gens, des humains 100% à égalité. Parce que dans l'œuvre la plus importante, selon moi, c'est-à-dire ce travail pour construire cet état de perfection pour nos futurs descendants, eh bien, on y consacre la totalité de notre existence. Qu'on vive un jour ou 100 ans, c'est la même chose. Donc, euh, d'un point de vue égalité, nous sommes tous à égalité. Après, pour construire, on a besoin par exemple, de nommer les choses. Ceci est un boîtier, ceci est une montre, ceci, etc., etc. Mais ça, c'est nous qui l'avons décidé. Ce n'est pas ça qui fait le fondement de l'être humain, puisque nos cousins primates, pour eux, ça, c'est autre chose. C'est un objet qu'ils voient et qu'ils ne définissent pas. Donc, nous nous définissons pour des besoins pratiques. Et donc, voilà, pour revenir à ce principe d'égalité, voilà, c'est le fondement de ma théorie. Nous sommes tous égaux devant cette... il y a une égalité fondamentale entre les êtres humains. C'est ce qui fait que nous devons commencer à vraiment penser l'égalité de traitement envers les individus, envers chaque individu. Tout individu doit avoir le même traitement qu'autrui. Et ça, c'est pas le cas. Hein. On voit à quel point l'Occident se privilégie, méprise une partie du monde, etc., etc. Bon. Et c'est valable à l'échelle des nations, c'est valable à l'échelle des individus, etc. Donc c'est un état d'esprit qui doit monter dans la conscience humaine. Alors pour développer ma théorie, je m'appuie sur des audios que j'écoute bien souvent sur France Culture. Et là, c'est l'émission Avec Philosophie qui est consacrée au gai savoir de Nietzsche. Et là, je découvre Nietzsche dans sa vraie profondeur grâce à ce professeur Yannis Constantinides qui l'éclaire de façon magistrale. Il y a 4 épisodes, ça c'est le numéro 2, et les 4 épisodes sont grandioses. Voilà. Il montre vraiment Nietzsche dans sa profondeur et que je ne soupçonnais pas, et je vois à quel point je me suis souvent trompé en schématisant parce que je ne l'ai pas lu et parce que je n'ai pas eu le bonheur d'entendre des analystes aussi pointus. Voilà. Alors, j'en profite pour dire que si vous pensez que ces propos un peu laborieux, là, parce que je suis très mal oxygéné, donc je cherche mes mots, c'est un peu compliqué, j'ai la tête un peu comme dans un étau, ça c'est le manque d'oxygène, et ça arrive dans ma vie en fonction, voilà, c'est un problème physique. Et quand c'est comme ça, j'ai du mal à avoir de la vivacité d'esprit, de la pertinence, etc. Mais comme j'aime quand même travailler, j'en ai besoin de sentir ça, je continue. Alors je m'excuse déjà pour cette façon un peu laborieuse de présenter les choses. Et parfois, il y a quand même des petits miracles qui se font à l'écoute de ces vidéos. Donc vous pouvez, si vous voulez soutenir cet espace, si vous pensez qu'il est intéressant, que l'humanité commence à se poser la question de son sens, où nous allons, est-ce que l'être humain, l'individu a du sens,
les questions auxquelles je réponds sur le site Mécanique Universelle et sur ces vidéos, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Tout ça augmente la visibilité du site. Et maintenant, il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est qu'on a fait un petit appel aux dons avec Pierre. Et donc, voilà, si vous pensez si vous avez envie de soutenir un petit peu, il y a les raisons pour lesquelles je fais cet appel aux dons. Ce que je voudrais développer sur la mécanique universelle. Et donc, il y aura le lien sous les vidéos et puis dans l'entête de la page. Voilà. Tout est dit, on lance, on écoute, je découvre et on commente. Fructifier un héritage en soi, alors même qu'il semble quand même faire de la philosophie à coups de marteau. Alors, je reprends son expression. Hein. Vous avez raison, la préface du Gai Savoir parle beaucoup de guérison et du rapport au corps. Et de renaissance, en fait. Et de renaissance, voilà, après une longue traversée du tunnel. Mais justement, la guérison, pour Nietzsche, n'est pas le fait de surmonter complètement la maladie, c'est-à-dire de passer de la maladie à la santé parfaite. Pour Nietzsche, et ça sera le concept de grande santé plus tard, l'idée que la grande santé inclut en elle la maladie. C'est-à-dire la guérison n'est pas le fait de tourner la page du passé, c'est en fait dépasser ce qui est malade en nous. Voilà. Alors ça, c'est sur la théorie de la mécanique universelle, c'est ce dont je parle. Je dis l'humanité va donc vers cette perfection et sur ce chemin, elle va soigner toutes ses pathologies, elle va ouvrir toutes ces découvertes, la liberté, on atteindra la liberté absolue, l'égalité, on atteindra la liberté. L'égalité absolue, la fraternité, on atteindra la fraternité absolue, etc., etc. Donc, nos pathologies, le grand soin, on y va. Et on voit bien à quel point on a mis en œuvre ça avec le développement de la psychologie. On commence à s'intéresser aux médecines des peuples premiers qui sont magiques, etc. On commence à vraiment avoir envie de penser à soigner l'humanité. En face de ça, il y a un système, il y a cette construction technique de l'humanité qui oblige l'humanité à travailler comme un malade, à être dans le stress, à choisir le libéralisme, le capitalisme qui va, quand il est tout puissant, poser un problème de santé justement mentale et physique à l'humanité. Et d'ailleurs, Nietzsche critique autant la mauvaise santé soi-disant du spirituel et le libéralisme, le consumérisme, le système qui nous pose un problème, quoi. Et on voit bien à quel point le stress ça a un impact majeur sur la santé humaine actuellement. Qui est en fait ce que la maladie entraîne. Alors expliquez-nous vraiment la nuance, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être guéri d'une maladie, mais de dépasser ce que la maladie entraîne, c'est-à-dire... Voilà, c'est-à-dire que Nietzsche a compris avant Canguilhem, qui est nietzschéen en ce sens-là, qui a développé cette idée, je trouve très très nietzschéenne, que la maladie n'est pas juste quelque chose qui nous affaiblit physiquement, mais que la maladie implique un état d'esprit maladif, je dirais, un manque d'assurance dans la vie, voilà, et éventuellement du ressentiment, de la haine de soi, etc., voilà. Et Nietzsche, dans Ecce Homo, clarifiera ça en disant il y a des gens foncièrement sains, dont il fait partie, alors qu'il était malade pratiquement tout le temps, et des gens typiquement morbides, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à guérir de la maladie parce qu'ils la ruminent sans arrêt et parce qu'ils en ont des bénéfices secondaires, par exemple, comme dira Freud, là encore une remarque nietzschéenne plus tard. Mais la maladie, c'est quelque chose dont on peut sortir plus fort, c'est la fameuse phrase galvaudée, ce qui me tue pas me rend plus fort, dont on peut sortir plus fort, non pas en niant les raisons de la maladie, mais en comprenant que cette maladie était naturelle et nécessaire. C'était une maladie de croissance, pour vous répondre directement. Quand Nietzsche explique comment il s'est débarrassé de Wagner, comment il est sorti de Wagner, c'est littéralement qu'il a digéré cette époque de sa vie. Il dit pas, voilà, je ne suis plus wagnérien, j'ai tourné la page, tabula rasa, pas du tout. Mais il dit, voilà, j'ai dû surmonter cette crise nihiliste que j'ai connue.
C'est ce qui se passe aussi dans ce texte quand il parle de prendre soin, comme vous l'avez dit, Yannis Constantinides, de faire fructifier son héritage. Comment on fait ? Alors, c'est même bon, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de l'humanité qu'il a cette idée. C'est-à-dire la société, en évoluant, elle doit garder ce qu'elle a, son patrimoine, mais le dépasser, etc. La seule chose qui différencie de la théorie de la mécanique universelle, c'est qu'il ne va pas au fond de l'évolution humaine. Il n'a pas les moyens à ce moment-là de pouvoir concevoir l'idée que l'humanité ne pourra pas s'arrêter avant d'atteindre un état de perfection. Il y a quelque chose qui ne peut... qui est inclus dans son énergie vitale. Tant qu'il y aura des choses à résoudre, à réparer, à soigner, on soignera. Et jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à soigner, évidemment. Et donc, on aura atteint cet état de perfection dont je parle. Pour garder la réorganisation d'une maladie, c'est-à-dire la digérer, comment on fait pour faire fructifier un héritage dont on n'a pas forcément conscience, dont on ne sait pas de quel siècle il vient. Là, il parle du père et du fils, mais comme on l'entend aussi, ça peut être des arrière, des aïeux, et même, en fait, c'est peut-être même pas de notre famille. Donc, comment on fait ? Bien sûr. Alors, déjà, nous ne choisissons pas notre famille. Et Nietzsche dira avec une cruauté consommée, un passage que sa sœur a coupé, bien sûr, dans Ecce Homo, la seule objection contre l'éternel retour, c'est ma mère et ma sœur. Ce qui est quand même très drôle. Voilà, ce qui est très drôle, mais... Il revivrait tout, sauf de revivre avec sa mère et sa sœur. Voilà, c'est-à-dire qu'il dit, ça peut-être que ça me détournerait de... Voilà, donc... Si on réfléchit, si je explique peut-être la chose, nous ne choisissons pas notre famille, nous ne choisissons pas notre héritage. Voilà, nous arrivons dans ce monde avec un héritage dont on a peu conscience, bien sûr, au début, que nous portons en nous. Voilà, c'est la métaphore du chameau, mais nous la portons en nous. Voilà, cet héritage parfois nous écrase. Par exemple, donc il y a un peu de ressentiment, mais c'est un ressentiment gai, joyeux, c'est ça. Abusif. On m'a offert récemment la biographie de Kafka, voilà, le rapport à son père, etc. Donc, cet héritage-là, que l'on subit au début, comment s'en libérer sans le nier. Voilà la clé, je pense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre parce qu'on est forcément déterminé. Alors, chez Nietzsche, il n'y a pas de déterminisme génétique, bien sûr, de déterminisme social, mais Nietzsche dit à un moment que les jugements de valeur sont hérités, parce qu'on les incorpore. Les jugements de valeur sont hérités. Donc, nous avons hérité de valeur. Et lui, encore une fois, il est fils. Alors ça, c'est bien entendu que... et là, c'est d'une... intuition magique, c'est fort comme créativité, parce que bien sûr que on est empreint de la morale, de l'éthique, de tout ce que de toutes les valeurs que la société impose à l'être humain et dans n'importe quelle société, c'est valable pour toutes les sociétés humaines. Mais si on fait la généalogie de cette morale, de tout ça, moi, je le fais remonter à l'époque où nous étions des primates naturels. Notre morale découle de la morale, de la morale instinctive qui existe, d'une sorte de morale instinctive qui existe dans le monde déjà animal. C'est celui qui fait que un dominant arrête toute violence quand le dominé lui tend son cou ou se met en position de soumission, alors qu'il aurait la possibilité de lui faire du mal, de continuer. Donc ça, c'est déjà une sorte, pour moi, de morale. La réconciliation, l'amitié, tout ça, c'est ce qui va donner la morale de l'humanité. Faire du bien à l'autre, partager éventuellement. Il y a sans doute des choses de partage chez les primates, etc. Il y a toutes ces valeurs, elles y sont de façon, on va dire, instinctive. L'humanité, en devenant une humanité, a sorti l'instinct vers la conscience. Et pour pouvoir y travailler, en fait, sans le savoir, mais le fait de passer
les valeurs de l'instinct à la conscience, de passer de la nature à la culture, fait que on peut travailler dessus. On peut les améliorer, on peut les regarder, les faire évoluer. Alors que dans l'instinct, le primate, il ne peut pas y travailler dessus. Voilà, il est constitué comme ça et il doit faire avec. Petit-fils de pasteur. Donc voilà, il a grandi dans ce milieu-là, dans ce milieu sans doute étouffant, on l'imagine, à Röcken, près de Leipzig, etc. Voilà. Donc, que faire de cet héritage finalement? La première chose, c'est d'en prendre conscience. L'erreur, ça serait l'erreur anarchiste ou l'erreur individualiste, de penser qu'on peut s'affranchir de son héritage en claquant des doigts, en disant, voilà, je ne suis plus le fils de mon père, je me suis éloigné, je suis guéri. Nietzsche a conscience qu'il ne suffit pas de partir d'Allemagne pour se débarrasser de son héritage allemand. Il ne suffit pas de rompre avec l'université pour se débarrasser de ses habitudes universitaires, vous voyez ? Donc voilà, on traîne avec soi quelque chose qui est de l'ordre de... Et l'humanité également. Mais qui pèse sur nous, de l'influence, on va dire, inconsciente. Et il faut pouvoir maîtriser cette influence-là. Voilà où se niche la liberté chez Nietzsche. Ce n'est pas une liberté d'agir à son gré, bien sûr, une liberté négative, comme on dirait aujourd'hui, mais c'est une liberté qui se niche vraiment dans l'acceptation de la nécessité, si je puis dire. Vous avez parlé d'incorporation, Yannis Constantinides, et pour approfondir cette notion, je vous propose d'écouter la voix d'un sociologue qui, bien longtemps après Nietzsche, semble pourtant si proche de sa pensée sur l'héritage. La culture dans nos sociétés est un des lieux du sacré, c'est-à-dire que la religion culturelle est devenue, pour certaines catégories sociales, dont les intellectuels, le lieu des convictions les plus profondes, des engagements les plus profonds. C'est-à-dire que, par exemple, la honte de la gaffe culturelle, etc., est devenue l'équivalent du péché. Bon, je pense que l'analogie avec la religion peut être poussée très loin. Et du coup, alors qu'aujourd'hui, une analyse de sociologie religieuse, comme celle que j'ai écrite sur les évêques, ne touche personne, peut-être même pas les évêques. Et le travail d'objectivation qui est fait sur la religion, tout le monde sait aujourd'hui, personne ne peut contester qu'il y a une certaine corrélation entre la religion qu'on a acquise dans sa famille et la religion que l'on professe. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a une transmission de père en fils des convictions religieuses, que quand cette transmission disparaît, la religion disparaît. Ce sont des choses que tout le monde accorde. Bon, mais quand on le dit sur la culture, on enlève à l'homme cultivé un des fondements du charme de la culture, à savoir l'illusion de l'innéité, de l'illusion charismatique. C'est-à-dire, j'ai acquis ça par moi-même, par la naissance, et comme une espèce de miracle. Voilà. Alors, toutes ces choses-là expliquent la violence des résistances. La voix de Pierre... Ça, c'est vraiment intéressant, c'est Pierre Bourdieu. Mais la culture, voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est de faire une généalogie vraiment lointaine. C'est-à-dire comprendre pourquoi, pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas vraiment le savoir pourquoi, mais le fait qu'on ne pouvait pas, que l'humanité s'est construite en quittant les lois de la nature, donc la culture qui a cours dans la nature, les chimpanzés ont une culture particulière, la leur, etc. Et l'humanité, en sortant de l'instinct, en passant sur la conscience, a toujours cette culture, mais elle peut travailler dessus. D'ailleurs, c'est ce que préconisent Nietzsche et Bourdieu, c'est-à-dire de pouvoir se libérer de l'oppression d'un certain type de culture qui fait qu'on reproduit des schémas, qu'on est prisonnier d'un certain carcan, d'une façon de vivre, etc. Mais là, on peut vraiment le modifier. Et ça, c'est grâce au fait d'avoir créé la culture, d'avoir sorti la culture de l'instinct pour la faire passer dans la conscience. Donc ça, à l'époque, ils ne le voyaient pas. Bourdieu, c'était sur France Culture dans Avoignon en 1988. On retrouve ici les propos de Nietzsche sur la nécessité de l'héritage. Et Bourdieu dit lui-même, voilà, la culture dont on hérite fait voler en éclats l'illusion d'innéité charismatique de se faire soi-même. Oui, mais il y a une différence malgré tout, je trouve, entre... le quasi-déterminisme de Nietzsche et le déterminisme social, pour le coup,
prédéterministe de Bourdieu, c'est que chez Bourdieu, il y a l'aspect effectivement culturel et social un peu détaché du corps, enfin, même si on parle d'incorporation. Par exemple, Bourdieu a écrit un article très court et très, très violent, je trouve, sur Montesquieu et la théorie des climats, pour dire, voilà, on se trompe lorsqu'on ne voit pas l'aspect social, on imagine l'innéité, justement. Mais chez Nietzsche, c'est littéralement, enfin, si je puis dire, de l'inné au sens où c'est quelque chose qui est dans mon corps depuis toujours, qui n'est pas manifesté. Donc c'est pas culturel, c'est proto-culturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est infraculturel. Voilà. Et voilà, c'est là où on voit que ces professeurs-là sont des cadors, parce que c'est infraculturel, ça explique tout, ça, je comprends tout là dans cette façon de présenter la chose. Et c'est clair que le poids, le fait que la culture est à l'intérieur de nos cellules, de nos organes, en fait, finalement, que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit, fait que pour travailler dessus, c'est quand même compliqué de sortir d'un modèle. Il faut l'extirper. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les grands mouvements violents de changement de société. Avec le communisme s'impose en Russie, il veut imposer l'égalité, mais l'égalité n'est pas dans le corps humain ne veut pas cette égalité complètement. C'est compliqué pour lui d'accepter cette égalité. Comme pour nous, c'est compliqué d'accepter, ça serait compliqué d'accepter l'extase vers lequel nous allons, par exemple. Pardon. C'est très compliqué d'accepter de pouvoir, parce que c'est pas le moment. Notre corps ne peut pas l'accepter. Donc c'est bien déjà au fond de nous, quoi, cette chose-là. Donc Nietzsche a quand même raison là-dessus. Mais après, on peut travailler dessus. On peut y arriver, quoi. Alors, parfois, il y a le rejet. 70 ans de communisme, les gens voulaient de la liberté, voulaient du libéralisme, voulaient autre chose, voulaient pouvoir être de l'individualité, voulaient l'Occident, quoi, ce que l'Occident proposait, ce que le capitalisme proposait. Et donc, c'est bien infra. Il ne faut pas penser, ça serait une erreur, je pense, de penser l'héritage de Nietzsche comme l'ensemble des choses qu'on m'a apprises, l'éducation religieuse que j'ai reçue ou pas dans par exemple, le milieu dans lequel j'ai baigné, avec le langage, par exemple, ou les références. Voilà. C'est vraiment pas le milieu social, mais avant cela, le milieu axiologique. Alors, précisez. C'est-à-dire les postures du corps, le rapport au corps, déjà, voilà, de Pasteur, on imagine qu'il était complexe, ce qu'on m'a appris comme gestuel, ce qu'on m'a inculqué avec le lait de la nourrice, dit Platon. Bien sûr, et non seulement ça, mais en fait, la chose que j'ai vue, c'est l'impact de l'objet dans notre posture, dans notre façon d'exister. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis ça c'est la cuisine derrière, etc. Il y a un tas de matériel, voilà, et là, il y a un couteau. J'ai été obligé, la société humaine a travaillé le corps humain pour que je puisse maîtriser ça. Quand je mets une poêle sur le feu, il faut que je le maîtrise. Donc ça a maîtrisé, évidemment, ça a organisé mon corps d'une certaine manière que le primate naturel, dans les mêmes conditions, ne pourrait pas vivre facilement. Ça serait compliqué pour lui. Il y arriverait, hein, puisqu'on a vu on peut arriver pour des humains qui ont vécu avec des chimpanzés. Les chimpanzés vivaient avec des hommes. Ils ont réussi à évoluer, mais c'est une contrainte qui est compliquée, qui n'est pas inscrite dans le corps. Pour l'enfant, c'est tout de suite là, d'une certaine manière.
Voilà, les valeurs passent dans le lait de la nourrice déjà. Donc des valeurs, un milieu axiologique avant d'être social. Je relis un petit passage du paragraphe 9, si vous permettez. Souvent le fils révèle déjà le père, celui-ci se comprend mieux lui-même depuis qu'il a ce fils. On a traduit par un fils, mais ce fils. C'est-à-dire que voilà, j'ai ressenti ça moi-même en devenant père avec mon fils, mais voilà, vous avez des fils ou des enfants très différents de vous, mais en même temps, vous reconnaissez un moment, alors c'est par-delà vous, voyez, malgré vous, vous leur avez transmis des aspects qui sont dans le geste, dans le corps, dont eux-mêmes ne sont pas conscients, mais que vous reconnaissez. Vous voyez, vous dites, ah, mais ça, c'est une sorte d'héritage beaucoup plus fondamental, vous voyez, beaucoup plus primordial. Mais il faudrait presque parler d'hérédité alors, plus que d'héritage. Alors, pas d'hérédité, parce qu'évidemment, on est au 19e siècle, et puis cette notion sera évidemment, avant Mendel, la porte ouverte à tous les délires racistes. Bien sûr, et en plus, c'est pas l'hérédité, c'est l'hérédité humaine, on pourrait dire. Il faut élever ça à l'ensemble de l'humanité. Parce que oui, bien sûr, on reconnaît son enfant plutôt qu'un autre à des petites choses, mais c'est pas... c'est l'hérédité humaine qui fait que un autre enfant se comporterait de la même manière, etc. Mais effectivement, Nietzsche parle lui-même d'hérédité, mais Nietzsche parle dans certains textes de prédisposition. Prédisposition maladive, par exemple. J'aime bien cette notion de prédisposition qu'on n'utilise plus guère en médecine, qui est que chez chacun de nous, il y a des prédispositions, étant donné son passé physiologique, je ne dis pas biologique, mais physiologique. Voilà, la physiologie au sens de Nietzsche, c'est une biologie qui inclut l'esprit. C'est beaucoup plus intéressant que la biologie rudimentaire, on va dire. La physiologie, pour Nietzsche, voilà, l'héritage est d'abord physiologique avant d'être culturel ou social. Voilà l'objection que je peux faire à Bourdieu. Donc cette incorporation... Comme vous l'avez très bien dit, Yanis Constantinidis, on n'y peut rien. C'est-à-dire que quand on est la fille de son père et de sa mère, il y a quelque chose qui passe malgré tout. Est-ce qu'on peut parler au-delà de la sphère familiale ? C'est-à-dire, est-ce que l'héritage, c'est pas que quelque chose qu'on acquiert à travers sa famille? Il parle du père, donc on a l'impression que ça passe même par le sang. Mais est-ce qu'on pourrait justement écarter le soupçon d'eugénisme et d'hérédité en parlant plutôt même d'une sorte d'incorporation même à travers la société? Alors, voilà, la transmission majeure, c'est ce que je disais, le sang, l'humanité en fait. Comme ça, mais J'avais à travers la lignée des descendants jusqu'à moi y compris. Mais je dirais, vous avez raison, mais ça serait différent. C'est-à-dire que là, ça serait de l'affinité élective, je dirais. Voilà. Par exemple, ce qu'a ressenti Nietzsche en découvrant Schopenhauer, un peu par hasard, est attiré par une couverture, comme nous, par un titre. Et donc, le prenant le livre en main, Nietzsche dit « J'avais ce sentiment qu'il n'avait écrit que pour moi. » Voilà, Schopenhauer, que j'ai l'impression qu'il me parlait directement. Donc là, je dirais, c'est plutôt de l'héritage intellectuel choisi. C'est-à-dire que si c'est pas ma famille, si c'est pas mon milieu, c'est quelque chose de choisi. Et Nietzsche dira dans beaucoup de textes qui filent cette métaphore, qui n'est pas que métaphorique, je suis plus apparenté qu'à Platon ou à Bouddha qu'à ma sœur et ma mère. Vous voyez, voilà, c'est littéralement cela. C'est-à-dire qu'au moment où je peux choisir mon ascendance, comme Mathilda, je préférais m'inscrire dans une ascendance plus noble que ces beaufs qui sont les parents de Mathilda. Mais chez Nietzsche, vous avez cette idée, je ne peux pas échapper à ce que m'ont transmis mon père décédé trop tôt, ma mère, ma sœur, enfin le contact familial, ça je ne peux pas nier que j'ai été dans ce milieu-là. Une sorte de bouillon de culture ou bouillon axiologique dans lequel j'ai baigné. Mais en revanche, je peux choisir ensuite, voilà la différence, je peux choisir mes références. Et de manière, là encore, un peu inconsciente. Parce que quand Nietzsche se sentige de Schopenhauer, il est loin de la critique qu'il fera après. La naissance tragédie, c'est par certains traits, c'est un écrit schopenhauerien. Et donc, cette famille de cœur ou famille quand le monde est libre, plus le monde va vers la liberté, et plus ce monde de cœur, ce monde d'esprit, cette communauté d'esprit, cette famille d'esprit prend le devant sur la famille organique classique. Bien sûr, c'est encore là, mais on voit que moi, ma famille... alors, évidemment, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas avec ma famille, où je me sens vraiment proche d'eux d'une manière, même sans les voir, etc. Mais la famille dans laquelle je me sens, avec laquelle je vis, avec laquelle c'est la famille de cœur. C'est la famille avec qui je peux parler de philosophie,
de musique, d'art, etc., etc. Donc, Donc, au bout d'un moment, Nietzsche dit, mais en fait, libère ce qu'il m'a appris Schopenhauer, c'est à me déprendre de lui. Voilà, il expliquera ça. C'est qu'il y a toujours une sorte d'apparente ingratitude envers celui qui nous a tant donné, mais qui implique de tuer le père. Voilà, c'est pour ça que je fais, moi, personnellement, une comparaison entre Nietzsche et le bouddhisme, pour dire, chez Nietzsche, vous avez tout à fait cette idée de tuer le père. Si tu vois le Bouddha, tue-le, dit une maxime zen. On n'imaginera jamais ça dans l'islam, dans le christianisme. Hein. Si tu vois Jésus, tue-le, ou si tu vois Mohamed, tue-le. Donc, si tu vois Bouddha, tue-le, c'est-à-dire, ce que t'enseignent ces maîtres-là, c'est de devenir ton propre maître. Ce n'est pas de rester dans la soumission. L'erreur, ça serait de rester un fidèle de Schopenhauer. Les hommes doivent apprendre à rendre hommage, tout comme ils apprennent à mépriser. Tout homme qui emprunte des chemins nouveaux, et en a conduit de nombreux autres sur des chemins nouveaux, découvre avec étonnement à quel point ces nombreux hommes sont maladroits et pauvres dans l'expression de leur reconnaissance, voir avec quelle rareté cette reconnaissance parvient simplement à s'exprimer. On a l'impression que chaque fois qu'elle veut prendre la parole, quelque chose lui reste en travers de la gorge, de sorte qu'elle ne fait que se la racler, et cela raclant finit par se taire de nouveau. La manière dont un penseur en vient à percevoir l'effet de ses pensées et leur puissance de transformation et d'ébranlement est presque une comédie. Il semble parfois que ceux sur qui s'est exercé cet effet s'en sentent offensés et qu'ils ne savent exprimer leur indépendance, qu'ils craignent de voir menacée que par toutes sortes de grossièretés. Il est parfois besoin de générations entières pour découvrir une simple convention de remerciement courtoise. Et c'est seulement très tard que vient le moment où une espèce d'esprit et de génialité a pénétré jusque dans la reconnaissance. Alors il se trouve aussi d'ordinaire un homme qui est le grand bénéficiaire de remerciements non seulement pour ce qu'il a lui-même fait de bien, mais la plupart du temps pour ce que ses prédécesseurs ont amassé progressivement, jusqu'à en faire un trésor de choses les plus hautes et les meilleures. Bon, j'étais déconnecté. Malheureusement, j'ai pensé à autre chose. Donc, j'ai pas entendu, hein, à vrai dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je me rappelle plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour cette vidéo et on va repartir sur une autre vidéo dans la foulée. Allons-y. C'est là qu'on arrête.